Soyez les bienvenus, c'est 9h50 le matin sur France 3 Paris-Île-de-France. On est ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien. 52 minutes pour vous parler de tout ce qui bouge en Île-de-France et de tous ceux qui bougent pour que l'on vive mieux ensemble. Il y a du travail, mais ils ont beaucoup d'énergie. Au sommaire, aujourd'hui, on vous parlera jeunesse engagée. C'est au pluriel et c'est un documentaire. Un resto qui vous propose des mets venus d'Île-de-France et puis le grand film familial de cette fin d'année. Qui sont donc nos invités? C'est ma Dream Team qui va vous répondre. Nicolas Deuil, Julie Jacquard, Raphaël Yem, que je vais m'empresser de rejoindre, mais non sans vous avoir proposé notre son du jour. Écoutez. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches en fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde tout. C'est Eddie de Pretto avec le titre Beaulieu, rappeur français tout jeune, 25 ans à peine, qui cartonne, qu'on compare au maître Stromae. Inversion de maître. Il a passé son enfance à Créteil et n'en finit plus de nous étonner. Pour les fans, sachez qu'il sera à Bercy au mois de mars prochain. Laurane Billot y sera. C'est son choix aujourd'hui. Laurane qui accompagne tous les jours Raphaël Yem et qu'on embrasse même de loin. Vous le savez, 9h50 le matin, c'est le magazine de tous ceux qui font bouger l'Île-de-France par leur main tendue, leur générosité. On va d'ailleurs très vite y passer. Et oui, avec Kalissa Wisha, c'est notre première invitée qui fait partie des 4 jeunes qu'on se retrouvera ce soir dans un documentaire Jeunesse engagée. 4 jeunes engagés, justement solidaires, généreux. Et c'est sur France 3 ce soir. Sur France 3, PIF, Paris-Île-de-France. Et PIF. Juste après, quelle femme d'exception recevra-t-on? On reçoit Cybèle Idolo, elle est restauratrice, elle est chef d'un restaurant à Boulogne-Billancourt. La particularité de c'est qu'elle prononce bien les mots. Aussi, mais c'est surtout qu'elle travaille le plus possible avec des produits made in Île-de-France. Eh ben oui, on aime bien. Ça, on aime bien aussi. Et puis, vous le savez, on est ici en studio avant, mais aussi tous les jours au plus près de vous. Et ça, c'est la grande affaire de notre grand homme. C'est Raphaël Yem, envoyé spécial un peu partout en Île-de-France aujourd'hui. Raphaël, vous êtes dans le 93 parce que si moi, j'ai la passion des escarpins, vous avez la passion de la sneakers, de la basket. C'est même toute une culture, en fait. Ouais, et pas que moi Valérie, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde en plateau, vous aussi les amis de 9h50 le matin. Je suis à la Cité des 4000 à la Courneuve ce lundi matin, comme tu l'as dit, en Seine-Saint-Denis, pour parler de la culture sneakers. Qu'est-ce que c'est les sneakers? Les baskets, les tennis, les chaussures de sport. Vous savez que en Île-de-France, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il s'en vend chez les hommes une paire sur deux. Une paire sur deux achetée est une paire de sneakers. Chez les bambins, ça est encore plus haut. 65% de nos bambins en Île-de-France portent des sneakers. Et puis chez le marché des femmes, ça monte aussi. Et sur le plateau, vous êtes comment? Vous en portez, Valérie, tout de suite? Non, moi jamais. Non. Moi, c'est avec des talons. Non. Je vais demander à cette dame. Bonjour madame, bonjour. Je suis Raphaël de 9h50 le matin, on est en direct sur France 3 ici. Je parle de la basket aujourd'hui. C'est quoi ton prénom? Samira. Samira, tu vis ici à la Courneuve? À la Cité, oui. Bon, Samira, Laurane Billot m'accompagne chaque matin et on peut regarder ce qu'elle porte. Elle porte des baskets ce matin, Samira. Tu en portes souvent toi des baskets? Ah là, dans le cadre de mon travail et tout, je porte beaucoup de baskets parce que faut être dans le mouvement. Je travaille à la pépinière. Et il faut savoir être très réactif. Du coup, tu es à l'aise dans ces chaussures? Voilà, je suis très à l'aise dans ces chaussures. Bon, et tu t'en sers pour faire du sport ou pas? Du sport, pas vraiment là, mais... esthétique et confort. Voilà, surtout ça. Surtout ça, mais le sport, pourquoi pas. Voilà, merci Samira. Je vais t'accompagner à la pépinière puisque c'est là-bas justement que je vais retrouver tous mes intervenants. Je vous promets un atelier de customisation. Je vous promets aussi de faire du roller, une initiative, une innovation française. Mais vous allez voir qu'on peut clipser directement au basket. À tout à l'heure les amis. Merci beaucoup Raphaël. Et puis sachez qu'en troisième partie, nous recevrons Antoine Blossier. Il est le réalisateur du grand film familial de cette fin d'année. C'est Rémi sans famille, adapté du classique d'Hector Malot. Antoine Blossier, fruit de l'université Paris 3, qui réalise son 3e film et qui viendra nous en parler en 3e partie d'émission. Hasard ou coïncidence, je ne crois pas. 9h50 le matin, c'est donc parti sur France 3, pif et paf.
C'est la semaine des solidarités sur France 3 et sur France Bleu. Et pour la fêter comme il se doit ce soir à 23h40, il est un documentaire à ne pas rater sur notre antenne. Ça s'appelle Jeunesse engagée, c'est au pluriel. Un film réalisé par Camille Clavel à travers 4 parcours, 4 initiatives, 4 personnalités. Vous verrez à quel point la jeunesse n'est pas juste là à se plaindre et à se tourner les pouces. Bien au contraire, elle se bouge et avec la main tendue. Parmi ces 4 personnalités, il y a vous. Soyez la bienvenue, Kalissa Wichard. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes castelviroise, ce qui veut dire que vous venez de Viry-Châtillon dans l'Essonne et vous êtes l'incarnation même de ces jeunesses engagées. On va comprendre avec votre association et votre parcours aussi. Mais d'abord, est-ce que c'est une première récompense, une première fierté aussi d'être dans un documentaire qui met justement à l'honneur tous ces gens qui se bougent? Bien sûr, ça valorise aussi les jeunes les jeunes de banlieue et ça montre aussi l'exemple par rapport aux futurs jeunes qui vont s'engager sur leur propre projet. L'exemplarité, vous pensez que c'est important, justement, en montrant des images positives? Bien sûr, c'est très important, ça motive et personnellement aussi, ça me donne aussi de la force pour aussi accompagner et il y a une réelle confiance aussi entre nous, avec les personnes que je côtoie, etc. Alors, vous avez un grand passé de sportif de haut niveau, de boxe thaï. Et dans ce documentaire, on vous suit donc dans votre action, dans votre combat, dans votre quotidien. Vous travaillez à la MJC Aimé Césaire. Et vous avez créé il y a quelques années une association qui s'appelle Jeunesse Mobilise-toi pour venir en aide à ceux qui ont faim. Comment vous est venue l'idée? Je crois que c'est un peu avec l'exemple justement de votre grand-mère. C'est bien ça, c'est l'exemple de ma grand-mère qui m'a en fait joué ma grand-mère. On voit votre sourire, voilà. Je suis contente. Non, mais j'ai eu un très bel exemple de ma grand-mère qui aidait beaucoup les personnes. Enfin, il y avait une personne, un voisin qui était qui avait besoin d'aide et la voyant donner du soutien, etc. C'est-à-dire qu'elle apportait tous les jours un repas à cette personne-là? Pas tous les jours non plus, mais souvent dès qu'elle le croisait. Et c'est vrai que quand je voyais le sourire de cette personne qui était en détresse, ça me faisait chaud au cœur et je me suis dit pourquoi pas le faire. En fait, c'était un rêve, une idée de ma part depuis que je suis petite et j'ai eu l'occasion. Je l'ai vite prise et j'ai monté mon projet Collectif Jeune où j'ai eu la chance aussi d'avoir des contacts dans ma ville, d'être connue par rapport à mon parcours sportif, ce qui m'a donné la facilité. Et c'est vrai que on m'a beaucoup aidé par rapport au parcours. Johanna Ferreira et Willy Michel qui m'ont beaucoup apporté. Voilà, j'ai eu beaucoup d'aide parce que moi toute seule, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai eu pas mal de difficultés aussi, mais j'ai su les gravir et arriver à la finalité de mes objectifs. Alors du coup, vous organisez des maraudes. Dans le documentaire, on vous voit justement avec votre équipe, parce que vous ne faites pas ça toute seule, bien évidemment. On va vous retrouver plongé non loin de la place de la République. Sur le côté maraude, je me suis engagée à mobiliser les jeunes. Et on s'est engagés tous ensemble à monter le projet. La solidarité, c'est une valeur extraordinaire. On était partis sur Paris, on était avec quatre personnes démunies et on parlait avec eux. C'est eux qui nous donnaient des conseils. C'est comme si, c'est encore mieux d'entendre une personne démunie qui t'apprend la vie. En fait, c'est au même stade que tes parents. Tes parents, ils te font la leçon, mais c'est répétitif. Et qu'une personne démunie qui te fait une leçon, ça rentre, mais ça sort plus de ta tête. Ça reste. Alors, vous êtes lancé sans attendre les financements publics. Vous y êtes allé vraiment, et au départ, ce sont les habitants de Viry-Châtillon qui vous ont aidé. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là, quand vous avez vu cette générosité? C'est bien ça. J'avais fait un appel aux dons via les réseaux et le bouche à oreille aussi. Et c'est vrai qu'en une semaine, j'ai récolté une bonne somme. Carrément, ça m'avait même fait peur aussi au niveau de la politique, sait-on jamais, par sécurité. Mais c'est vrai que j'ai été touchée par ces gestes-là des habitants. Et j'ai eu beaucoup de soutien, etc. Et ça m'a fait chaud au cœur. Je m'y attendais vraiment pas. Je me suis donné une moyenne, mais je m'y attendais vraiment pas. Et justement, avec tous les dons que j'ai récoltés, ça m'a duré pendant presque 2 mois. D'accord, pour mettre en place vos maraudes, pour récolter... Pour continuer sur la maraude, préparer la nourriture, les vêtements. Je faisais une maraude toutes les 2 semaines.
Et franchement, ça m'a pris beaucoup de... J'en avais en plus, en fait. L'idée, c'est bien sûr d'apporter de la nourriture, mais c'est aussi d'apporter du lien, du réconfort et de la parole. C'est aussi important que les biens matériels, entre guillemets, que vous amenez aux démunis, aux fragiles que vous voyez. Bien sûr, oui, bien sûr. Déjà, nous, personnellement, dans notre parcours, c'est une expérience à faire. Et moi, c'est vrai que... C'est-à-dire que ça vous nourrit aussi, c'est ce que vous dites. Vous aidez, mais ça vous aide aussi. Ça nous aide aussi, ouais. Ça nous touche personnellement. Et c'est vrai que le fait de discuter avec ces personnes-là, déjà, d'une part, ça leur fait énormément de bien, tout en sachant qu'en plus de ça, on est des jeunes de banlieue. Et c'est vrai que dès qu'on est arrivé, ils ont pris l'habitude. Et à chaque fois qu'ils nous voyaient, ils nous criaient oh, « on est là, on est là ». Sauf au début. Vous avez dit de façon un peu rigolote qu'au début, vous arriviez à 20 pour aller voir quelqu'un et que vous flippez un petit peu. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué parce qu'on arrivait avec un trop... forcément, l'organisation, c'était ma première expérience, je voyais mes erreurs. Donc, ouais, ils étaient choqués par toute la foule qui arrivait. Et c'est là où j'ai commencé à bien me rectifier par rapport à mes erreurs et tout. Mais c'est vrai que mes jeunes, mon but, justement, de les sensibiliser les jeunes de banlieue, c'était aussi le fait de discuter, d'avoir un dialogue avec ces personnes démunies pour qu'ils comprennent... C'est vrai que, comme je le dis dans le reportage, souvent on entendait, voilà, les parents toujours ils nous font la morale en soi, mais ça rentre, mais c'est toujours répétitif. Ça rentre et ça sort beaucoup. Et ça sort de temps en temps. Et de recevoir en fait des paroles propres et qui touchent par des personnes extérieures qu'on ne connaît pas et qui sont face à nous et dans la rue, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et ça rentre, mais ça ne sort plus de la tête. Pourquoi vous pensez que c'est important justement que ces jeunes s'engagent? Parce que là, on vous parlait des jeunes qui vous entourent dans l'équipe et il y a aussi dans le documentaire 3 autres jeunes, comme on dit, de banlieue qui s'engagent. C'est important. Pourquoi c'est important? Bien sûr, c'est important par contre, pardon, excusez-moi, parce que sur chaque projet qu'ils ont mené, comme Bakary, Boubacar et Abdellah, chacun a ses objectifs et ça apporte beaucoup déjà à la banlieue. Et c'est une sorte, on est considérés comme des éducateurs, parce que ça reste de l'éducation envers les jeunes, envers comme Boubacar, ce qu'il fait par rapport à la radio dans sa ville. C'est super important, parce que ça valorise toutes les personnes qui veulent, pas être connues non plus, mais que ça valorise tout le travail fourni en amont, tout ce qui... Et c'est d'autres sujets, d'autres propos, d'autres façons de les aborder. Exactement, et ça enrichit la banlieue, le quartier d'où on vient. Alors, on va vous retrouver, vous le disiez, le rapport que vous avez avec ceux que vous aidez, il est hyper enrichissant et il est surtout hyper humain. Nouvel extrait du documentaire Jeunesse engagée à voir donc à 23h40 ce soir. Vous voulez de l'eau, monsieur? Non, il y en a dans le sac. C'est trop là. C'est trop. C'est le profiter pendant qu'on est là, monsieur. Quand on voit les gens comme ça, ça me donne envie de pleurer. C'est vrai? Oui, c'est bien. C'est normal. C'est des jeunes qui pensent. Oui, c'est ça qui fait bien. Oui, même un petit sourire, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est vrai. Un sourire qui vient de l'intérieur. Pas un sourire Non. par certains qui sourient, mais... Sincère. Sincère. C'est tout. Exactement. Merci. Bon Merci courage. à vous. Ouais, monsieur. Passez une bonne soirée. Et un bon dimanche. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Salut. Au revoir. Salut, mon pote. Alors, on le rappelle, vous avez quand même un passé de sportif de haut, voire très haut niveau, et vous dites avoir appris la solidarité à travers votre sport. Ça vous a appris beaucoup aussi? Ça m'a beaucoup appris. J'ai eu un entraîneur qui m'a suivi pendant 11 ans. J'ai eu 11 ans de carrière avec lui, qui m'a fait devenir justement professionnel, dans le milieu professionnel, et il m'a transmis toutes ces valeurs, parce que il vient de la Birmanie. Et vous voyez, les personnes de pays asiatiques, ils ont une culture... Votre sport, on le rappelle, c'était la boxe thaï. Boxe thaï, exactement. Oui. Et c'est vrai que il m'a transmis énormément de valeurs où, voilà, en plus de ça, la boxe, c'est un sport individuel où, voilà, c'est une solidarité entre le groupe, c'est une confiance, c'est une réalité, en fait. Et il y a toute une préparation. C'est très, très dur, surtout pour une femme. Parce que c'est vrai que la femme, elle n'a pas totalement sa place dans quelques domaines. Et pour faire sa place, faut se donner 2 fois plus, faut faire beaucoup plus d'efforts qu'un homme. Et là aussi.
Et dans le projet humanitaire Jeunesse Mobilise Soi aussi, pareil, c'était très compliqué aussi. J'ai rencontré pas mal de difficultés. Mais justement, j'aime bien. C'est ce qui m'attire le plus, c'est la difficulté. Ça me fait pas peur en soi. On sent la chanteuse qui revient. Mettez-moi des bâtons dans les roues, j'aime bien. C'est compliqué, mais j'aime bien parce que c'est la fierté à la fin. La satisfaction de soi, elle est magnifique à la fin. Est-ce qu'avec ce projet-là aussi, en allant au-devant des autres et des plus sensibles et des plus parfois démunis, vous sentez aussi le regard sur la banlieue changer? Est-ce que avec un documentaire comme Jeunesse engagée aussi, c'est montrer la banlieue dans sa positivité également? Exactement, puisqu'on faut dire ce qui est, c'est la réalité. On est catalogué directement. Qu'on vient de banlieue, on est rapidement catalogué, que tu sois une jeune femme ou un jeune homme. Et le fait de valoriser ces jeunes en fait qui font des projets, ils sont entrepreneurs ou plein d'autres choses, c'est bien de les mettre en avant puisque ça enrichit la banlieue. Parce que ce qu'il faut savoir réellement, c'est que la réalité des choses, en fait, ce qui n'est pas assez montré, c'est que dans un quartier, dans une banlieue, il y a énormément de choses magnifiques à voir. Et malheureusement, en fait, c'est toujours les choses négatives qui sont mises à l'écran ou autre. Mais c'est vrai que si vous venez dans un quartier, comme le réalisateur Camille Clavel, il a bien pu le constater, il a vu que, voilà, dès qu'il est arrivé, il y a toute c'est une éducation, c'est de grandir avec des personnes où voilà, c'est tout un cheminement en fait, ou une création de satisfaction de projets qu'on soutienne entre nous, etc. Et non, c'est enrichissant. C'est en train de changer. D'où l'intérêt et de vous suivre. Oui, peut-être pas assez rapidement, mais l'idée, c'est c'est un moteur en route et puis on va y arriver, Kalissa, parce qu'on est des bagarreuses en même temps. Voilà. On vous retrouve donc dans le documentaire Jeunesse engagée, c'est dès 23h40, réalisé par Camille Clavel. Vous découvrirez également le travail d'Aboubacar, d'Abdelhaïd Bakari, qui sont les 3 comparses du documentaire. Merci infiniment et bravo de votre action. On va retrouver Raphaël Yem, qui est à La Courneuve aujourd'hui, parce qu'il avait très envie de vous parler de la culture de la basket. C'est un vrai phénomène, pas que urbain. Il y a des fans, il y a des fétichistes presque de la sneakers. Peut-être d'ailleurs que Raphaël en est. Exactement, totalement. Je suis un sneakerhead, ce qu'on appelle les fans de la basket, forcément, ou du tennis ou des chaussures de sport. Si vous pensez qu'on ne parle que de barres chocolatées ce matin, non, on parle de chaussures. J'ai rejoint d'ailleurs Anna qui est avec nous. Comment ça va, Anna? Très bien, Raphaël, et toi? Ouais, très bien. Anna, elle a monté une association justement qui s'appelle Son of Sneakers. Et c'est quoi le but de l'asso? En fait, notre objectif, c'est de faire de la promotion autour de la culture sneaker, c'est de montrer surtout les personnes qui gravitent autour et qui font des choses qui sont exceptionnelles. La culture sneaker, j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Alors, la culture sneaker, ça fait le lien entre la basket, chaussures de sport, et toutes les disciplines culturelles, la musique, le sport, la mode, le cinéma et l'art. C'est quand même la fondatrice de cette association. On va voir si elle est bien chaussée. Laurent Billot m'accompagne chaque matin. On va pouvoir faire un zoom sur les magnifiques sneakers d'Anna. Là, on est sur quoi comme modèle? Un modèle un peu vintage, hein? Oui, exactement. Là, j'ai voulu faire une petite dédicace du coup à Reebok avec le modèle phare, la Pump. Donc pour ceux qui connaissent à l'époque, on peut. On faisait ça dans les cours de récré. Mais oui. Je suis sûr que Nicolas Deuil, il a passé son temps à embêter ses camarades en faisant ça. J'ai pas connu, moi j'étais en sabot à l'époque. Il est beaucoup plus âgé qu'il n'y paraît. C'est ça que tu veux me dire? Non, évidemment non. On parlait évidemment d'art aussi. Je vous avais promis de la customisation. Qu'est-ce que c'est la customisation, Anna? Alors le custom, c'est une discipline qui permet justement d'embellir la basket avec de la peinture, des feutres. Tu peux rajouter également des petites pastilles, des paillettes, etc. Il y a des spécialistes qui en font leur métier. Tiens, celui-ci, comment il s'appelle? Exactement, Arthouse Design, justement, c'est un des artistes qu'on a la chance d'avoir à nos côtés dans le collectif. Et il a une patte qui est juste exceptionnelle. Alors là, en plus, il est donc en train de peindre. Il a ses pinceaux, évidemment. Il a pris des modèles de chaussures qu'on peut acheter dans le commerce. C'est pas des chaussures spéciales, hein. On est d'accord. Comment ça va, camarade? Oui, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de dessiner, de peindre directement sur la basket. Est-ce qu'il faut une peinture spéciale pour ça? Effectivement, il faut une peinture spécifique, une peinture pour le cuir. Une peinture pour le cuir. Et ça tient vraiment après? Bien sûr, ça tient face à l'eau, face aux intempéries, bien sûr. Combien de temps est-ce qu'il te faut, toi, pour réaliser un custom? À peu près 1 heure ou 2 heures en fonction de la complexité, ça dépend. Alors là, on va vous montrer quand même, hein, évidemment, on vous a sélectionné des chaussures magnifiques. Vous les avez peut-être déjà, vous, dans votre dressing, dans votre placard à chaussures. Sachez que l'artiste qui est là, Arthouse, il vous en fait des merveilles. Là, vous connaissez sûrement cette série qui s'appelle Dragon Ball, ce dessin animé. Là, tu fais une série spéciale Dragon Ball, je me trompe pas, hein?
Exactement, c'est ça, pour une exposition. Pour une exposition. Ça devient des œuvres d'art. On peut les porter quand même. Moi, ça me fait mal au cœur de porter les baskets customisées, je dois bien le dire. Mais bon, j'essaie d'en choper une paire pour Julie Jacquard, je sais qu'elle est fan. Ouais, exactement. Merci, Raphaël. On peut dire que Valérie Amarou fait la même chose. Mais sur des ces choses. Mais bon, est-ce vraiment intéressant? Oui. La réponse est non. Passons tout de suite à la deuxième partie de notre émission. 9h50 le matin se poursuit avec une chef qui a préféré les Hauts-de-Seine et Boulogne-Billancourt à la Californie. Soyez la bienvenue, Cybèle Idelot. Je le disais, vous êtes donc californienne, mais c'est à Boulogne-Billancourt que vous êtes établie. C'est la même chose, hein. Presque. Ouais, niveau climat et tout pareil. Vous êtes chef dans un restaurant dont la particularité est de travailler en priorité et donc en majorité, pas à 100%, mais c'est la très très grande majorité des produits venus d'Île-de-France. Ça s'appelle la table de Cybèle, comme votre prénom. Pourquoi avez-vous fait ce choix aussi radical, en fait? Pour moi, c'est tout à fait normal, en fait, de valoriser les produits locaux. Et moi, je suis née au nord de San Francisco. Et c'était une démarche qui était vraiment innée. C'était au quotidien là-bas. Et c'est quelque chose que je marche toujours. Oui. Alors, on l'a peu en tête, mais l'Île-de-France, c'est à 50% une terre agricole. On compte 5000 producteurs sur notre territoire. Au vu des chiffres, votre démarche paraît logique, mais vous, comment l'avez-vous su? Et surtout, il vous a fallu enquêter, j'imagine, avant de trouver justement les produits, les producteurs, et de vous enquérir, de savoir ce que vous pouviez utiliser? Exactement. J'ai fait beaucoup de temps avant l'ouverture du restaurant, d'aller visiter les agriculteurs et tout ça. Et c'est surtout les gens qui ont aussi une démarche responsable. Parce que non seulement je valorise les produits locaux, mais c'est aussi une démarche écologique. Et c'est important aussi. Mais on peut vraiment se fournir à 100% en Île-de-France? Au niveau des légumes, volailles, des choses comme ça. Après, c'est un peu plus difficile pour certaines choses, au niveau comme du bœuf, du veau et tout ça. Les poissons, il y a la Seine. Les poissons, oui, évidemment. Ça, c'est simple. Exactement. C'est à portée de main. Ouais. C'est une mode, comment dire, c'est une mode que vous avez importée des États-Unis? Oui, je pense que ça vient de là, mais j'étais élevée comme ça et c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal. Alors maintenant, passons au gros. Quel type de cuisine proposez-vous tous les jours? Quels sont les plats, justement, entre guillemets, made in Île-de-France que vous proposez pour nous donner des idées aussi? Parce qu'on ne sait même pas forcément quel type de produits sont de notre région. En fait, j'ai une carte qui change toujours en fonction de ce que je trouve via mes producteurs, en fait. Et c'est vraiment c'est une cuisine sur le produit. Beaucoup de légumes. Aussi, j'ai des agriculteurs en Île-de-France. Ça veut dire que vous cuisinez en fonction de ce que vous trouvez au jour le jour. C'est ça. Vous projetez pas la semaine d'après. Non, c'est vraiment, j'arrive plus ou moins le matin avec les produits que j'ai et je regarde un petit peu ce que je vais faire en fonction de ce que j'ai, du saison bien sûr, et puis local. Alors, quel type justement de légumes? Qu'est-ce que vous pouvez nous citer pour qu'on s'y reconnaisse nous aussi et pour qu'on aille plus vers ce qui est produit de façon locavore? Ça change avec les saisons, bien sûr. Alors en ce moment? Oui, en ce moment. On a du scorcener. Oula, qu'est-ce que c'est donc? C'est la même famille que salsifis, en fait. D'accord. Il y a des cerfeuils tubereux. Aussi. Ah ouais, ça donne envie quand même. Oui. C'est des produits que vous avez dû apprendre à cuisiner, que vous ne connaissiez pas forcément? C'est des produits que certains cerfeuils tubereux, par exemple, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Je crois que c'est mon légume préféré de saison actuellement. C'est un petit goût goût de châtaigne. Ok. Et puis c'est... Ouais, sinon, il y a quoi d'autre? Il y a potimarron, potimarron, exactement. Il y a plein de différentes courges. Et ça, il y en a en Île-de-France? Oui, beaucoup. Il y a différents choux aussi. Il y a chouquel, qui est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Exactement. Il y a différentes sortes de chouquel, justement. Il y a le chouquel russe qui est plutôt pourpre. Il y a aussi le chou Et alors, caviar noir. Le russe,
et quand même francilien. Oui, oui, tout à fait. C'est une variété, c'est une variété. Vos légumes, vous les cherchez, il a fait partie des gens qui vous ont inspiré chez un monsieur qui s'appelle Joël Thiebaud, qui est un maraîcher qui a fait beaucoup justement pour la mise en avant des produits d'Île-de-France. Vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y avait peut-être un petit mouvement comme ça, francilien, de mise en valeur des produits, par son biais à lui, mais par d'autres? Oui, oui, non, mais tout à fait. J'ai travaillé avec Joël à l'ouverture du restaurant et c'était un plaisir d'aller sur le marché et voir tous les chefs qui sont là en train de choisir les légumes locaux. Et c'est vraiment, je crois qu'il faisait une grande partie du mouvement avec les chefs, surtout, d'acheter et utiliser des produits locaux. Alors, il y a lui qui a pris sa retraite désormais, mais qui a été évidemment suppléé. Et puis, il y en a un auquel on pense, c'est Asufami Yamashita, qui est le maraîcher de la haute couture du légume, qui fournit 6 étoilés à Paris. Seulement 6 restaurateurs ont droit à ces produits, extrait d'un sujet qui lui était consacré. Asafumi Yamashita s'est installé dans les Yvelines il y a 24 ans. Au début, il vendait des bonsaïs, puis à la demande de restaurateurs japonais, il a commencé à produire des légumes de son pays. Piment noir, micro-tomates ou simplement concombre et maïs, mais toujours avec un goût raffiné. C'est consommable en cru. Il y a beaucoup plus de jus, beaucoup plus de sucre. Les haricots ont un petit goût d'amande. Les navets, tellement sucrés et juteux, ressemblent à des fruits. Résultat, les plus grands chefs étoilés de Paris se les arrachent. Pour obtenir une telle qualité, M. Yamashita sélectionne ses semences au Japon, puis les cultive avec passion. Chaque matin, je me lève, je descends dans mon jardin et puis je regarde chaque pied de légumes. Je tente de faire des légumes de prototype. Avec à peine 3500 mètres carrés de potager, M. Yamashita ne fournit que 6 clients, mais de luxe. Oui, de luxe, c'est vraiment la haute couture du légume, mais c'était aussi pour dire à quel point, sur notre territoire, dans notre région, il y a de quoi faire. Et c'est aussi l'exemple, ce que vous prouvez tous les jours. Dans notre région, il y a beaucoup de safran aussi. On en a parlé ici avec Raphaël Yem, qui nous a montré une exploitation de safran sur les toits d'Île-de-France. Et vous l'utilisez? Oui, beaucoup. J'utilise du safran de l'Île-de-France, oui. Le safran, c'est très cher. Je peux poser la petite question qui fâche? Bien sûr. Est-ce que de cuisiner des produits Île-de-France, ça vous coûte plus cher et donc ça coûte plus cher? Non, pas forcément. Non, pas du tout. En plus, il y a une question de transport qui est supprimée aussi. Mais non, c'est vrai qu'il y a des producteurs qui n'ont pas une grosse production. Ça a tendance à coûter un peu plus cher, mais c'est pas extrêmement plus cher du tout. Et elle est tellement locavore que même l'eau dans votre restaurant, elle vient de Boulogne-Billancourt. Exactement. Bim. Alors, à savoir aussi, on imagine que vous utilisez des champignons. On ne va pas parler du champignon de Paris, parce que là, c'est un vaste débat et une grande polémique. En revanche, nous, on a une solution pour avoir des champignons franciliens directement chez soi. Et ça, c'est votre trouvaille. Et oui, parce que vous faites que du Made in France. Est-ce que vous connaissez la boîte à champignons? Oui. Ah, c'est bien. Alors, la boîte à champignons, c'est justement une entreprise. Mais non, mais parce que n'est pas forcément. C'est une jeune entreprise qui a eu l'idée de faire pousser des champignons dans du marc de café. Elle reprend la célèbre devise de Lavoisier, rien ne se perd, rien de secret, tout se transforme. Et chaque semaine, elle récupère donc 5 tonnes de marc de café collectées dans les bars et cafés de la région, qu'elle transforme alors en substrat dans ses hangars qui sont situés à Saint-Non-la-Bretèche, dans les Yvelines. Et ce substrat, elle en fait 2 choses. Elle les met soit dans des grands sacs et qu'elle place dans un environnement qui reproduit celui d'un sous-bois en automne pour faire pousser des pleurotes. Et ça donne ces pleurotes qui sont donc prêtes à manger et qu'elle vend à des grands cuisiniers, enfin des grands chefs de restaurants du coin. Sinon, elle en fait 7 boîtes à champignons pour que chacun puisse faire pousser lui-même ses pleurotes dans sa cuisine avec un petit pchit à l'intérieur. C'est usage unique, c'est-à-dire que ça pousse une fois, on les récolte. 3 fois, d'accord. Jusqu'à 3 fois. En fait, il faut pendant 15 jours arroser la boîte à champignons avec, je crois que c'est une petite fiole comme ça par jour. Et après, les champignons sortent de la boîte et on peut récolter jusqu'à 3 omelettes. 3 omelettes, oui, c'est ça, 3 pousses. Et du coup, en plus, c'est pratique. 3 récoltes. Et c'est tentant parce qu'on a des champignons dans sa cuisine sans aller dans les bois. Et moi, ça, j'aime bien. Il y a un autre produit aussi dont j'avais envie de vous parler et qui est fait localement. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ce sont ces crackers. Et en fait, c'est fait en revalorisant les déchets des brasseries. C'est fait à partir de drèche. Est-ce que vous savez ce que c'est la drèche? Non. Parfois c'est la drèche, mais... mais non. Là, ce sont les résidus en fait, de l'orge et du blé que l'on récupère quand on fabrique de la bière. Pour 1000 litres de bière fabriquée, il y a 300 kilos de déchets. Et ben, cette entreprise, donc, c'est une jeune start-up Résurrection, qui est basée à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, récupère pour en faire après des crackers en mélangeant avec de la farine de sarrasin et de la graine de courge. Elle récupère, pour l'instant, elle travaille avec une brasserie qui est dans le 19e arrondissement de Paris, qui s'appelle la brasserie de Lettres, et qui est bio. Elle récupère donc 500 kilos tous les mois et ça lui permet de fabriquer 700 kilos de ces crackers, des crackers anti-gaspi qui peuvent être une bonne idée pour l'apéro à Noël. T'as goûté? Voilà. Non, tu veux goûter? Bah ouais, voir si c'est bon. Bah voyez, vous pouvez les mettre en amuse-gueule dans le restaurant La Table de Cybèle. Mais si, c'est bien. Vous êtes labellisé Servia, produit ici, cuisiné ici. C'est bien dire à quel point c'est pas une démarche marketing. On a bien compris que c'est aussi votre parcours de Californienne, une habitude que vous avez juste à appliquer. En quoi est-ce que ce label vous aide? Est-ce que vous avez la sensation que justement il y a un mouvement, un peu une lame de fond qui est en train d'arriver en Ile-de-France? Oui, c'est un label, en fait, ça nous permet de mettre en contact avec les producteurs et de savoir qui fait quoi, et de pouvoir exactement. Vous retrouver, parce que on sait qu'il y en a, mais c'est pas toujours facile à trouver où ils sont. Et moi, j'ai utilisé aussi beaucoup. Au départ, pour trouver des producteurs. Pour la traçabilité, pour aussi tout votre répertoire en fait, de producteurs. Est-ce que concrètement, on peut, parce qu'on arrive bientôt... et rapidement. C'est Noël, est-ce qu'on peut cuisiner un repas 100% Noël en Ile-de-France, avec des produits Ile-de-France? Ah oui, tout à fait, oui, parce que... Donc volaille. Volaille, exactement. Légumes. Volaille et légumes, oui. Et pour les alors non, mais donnez-nous le plat à faire made in Ile-de-France pour nos fêtes de Noël. On peut faire la courge rôtie avec la dinde ou la canette, par exemple. Et puis... Et la petite bûche Picard. C'est Ile-de-France. Ouais, okay. Voilà, c'était le dérapage en fait. Il y a toujours une sortie de route à un moment. Bon, on vient de la franchir. En tout cas, on est ravis de savoir que ce restaurant existe. On vous y invite. C'est à Boulogne-Billancourt, la Table de Cybèle. Et puis, ça veut dire que notre région, elle a de quoi nourrir. Et justement, nourrir aussi la créativité, parce qu'il s'agit de ça. Si tous les jours, il faut trouver une idée autour du marché de saison, c'est aussi un beau défi. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, on va recevoir un cinéaste qui lui aussi est made in de France. Décidément, quelle belle thématique. Antoine Blossier a fait la fac de cinéma de Paris 3 et il sort son 3e film ce mercredi. C'est le grand film familial à voir en cette fin d'année. C'est Rémi sans famille, avec dans le rôle de Vitalis Daniel Auteuil. Un film grand spectacle qui va peut-être vous soigner de votre trauma de la série animée japonaise. C'était notre cas, on en a parlé et on va en parler avec notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, de la basket, de la sneakers, qui se transforme en roller à 4 roues façon années 70-80. Raphaël, vous le disiez, c'est une innovation française. Une innovation française, une idée lumineuse. Valérie, évidemment, vous avez vu comme c'est beau quand même. On est ici toujours à la Courneuve, à la Miel, qui est une pépinière d'entreprise qui accueille justement Flanners, cette entreprise francilienne dont un des cofondateurs est avec moi, il s'appelle Florian. Comment ça va, camarade? Ça va très bien, merci. On est content d'être ici et content de savoir que c'est une idée française. Pas celle du roller, mais explique-moi, pitch-moi l'idée pour les copains de 9h50 le matin. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est fan de basket. Donc on a créé un système mécanique qui permet de clipser les baskets sur des châssis de patins à roulettes. Et le but, c'est de pouvoir rouler ou marcher. Donc si je te montre comment ça marche. Voilà. Il y a une petite clé qu'on insère à l'arrière et qui permet de détacher la chaussure. Et ainsi, nos clients peuvent soit rouler, soit marcher avec leurs chaussures favorites. Regardez, il y a un petit système de clips qu'on installe évidemment sur la sneakers, tout simplement. C'est la vôtre, c'est celle que vous avez dans votre placard à la maison. Et elle s'installe sur ça. C'est complètement génial, quand même. On voit les gens en trottinette et tout, mais ça doit faire un carton de dingue, ça.
On essaye de faire en sorte que ce soit un carton, on débute et ça croît de plus en plus. On a de plus en plus de clients, on en a vendu 2500 paires déjà dans 39 pays. Donc la France rayonne depuis la Courneuve grâce à cette innovation qui permet à la fois de rouler ou de marcher avec sa chaussure favorite. Du coup, les gens, soit ils prennent des chaussures chez nous, déjà équipées du système. S'ils trouvent pas leur bonheur et qu'ils ont leur petite chaussure favorite, leur truc à eux et qu'ils veulent avoir un patin unique, ils peuvent nous envoyer leur propre paire de chaussures pour qu'on la transforme pour eux. Encore mieux. On va avancer voir Florian parce que je vois que l'atelier là, on est en train de travailler pas mal. Il y a toutes les marques, ça veut dire que ça peut marcher sur toutes vos chaussures, Fago, Veja, Fila, Nike, Adidas, Reebok, ça marche avec tout. Vous avez envie de savoir combien ça coûte? C'est la question qui fâche ou pas, Florian? Combien ça coûte? On va pas se fâcher ce matin. On va faire des petites économies. On va demander à grand-mère de participer pour le cadeau de Noël. Ah bah oui, pour faire un crowdfunding. Ah ouais, donc pour ça payer fâche, entre quoi. 300 et 600 euros pour avoir ces joujoux. Entre 3 et 600 euros. Alors, si vous voulez la version lumineuse, un peu sapin de Noël, j'imagine que c'est le haut du tableau. Mais entre 3 et 600 euros pour équiper votre sneaker préféré de cette innovation francilienne qui vous permettra d'aller aussi vite qu'une voiture, évidemment, sur les pistes cyclables. Alors, tu peux nous expliquer un peu le process ici, là? Nous, Mathieu et Laurie sont en train d'assembler les parties roulantes. C'est des composants standards de roller. Là, Mathieu, il a des parties roulantes haut de gamme qui viennent d'Italie, qui sont fabriquées en acier, en aluminium usiné dans la masse. Et Laurie, par contre, elle assemble la partie roulante que prépare Mathieu. Elle y met notre système, notre innovation brevetée. Et ensuite, ça passe par différents process jusqu'à la qualité avant l'envoi aux clients. Chez eux, où ils veulent. La livraison est gratuite, bien sûr, intégrée dans les prix que j'ai communiqués tout à l'heure. En tout cas, on est très heureux de vous montrer cette innovation en direct sur France 3 dans 9h50 le matin. Et encore mieux, tout à l'heure, on va les essayer. Ah oui, génial. Ne ratez pas ça. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Et on accueille à présent Antoine Blossier. C'est le nouveau père de Rémi sans famille. Soyez le bienvenu, Antoine Blossier, réalisateur du grand film familial qui sortira donc ce mercredi pour vos fêtes de fin d'année. C'est Rémi sans famille, avec à l'affiche Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagné et Malôme Paquin, évidemment, le rôle de Rémi, très important. Rémi sans famille, c'est un classique de la littérature. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y atteler au cinéma? Mon épouse. Oh bah, le dis pas comme ça, parce que si elle regarde, elle va pas être contente ce soir. Ah, si, tout à fait. Non, mais non, en fait, je cherchais moi à faire un film. À la base, je cherchais, c'était une envie de spectateur presque, parce qu'on a un petit, on a toujours un enfant en soi, ouais. Et en fait, moi, je cherchais à lui faire retrouver un peu la sensation que je pouvais avoir moi quand j'étais enfant et que j'allais en famille voir les classiques français, mais que ce soit Jean de Florette, que ce soit L'Ours, ou même les classiques Disney qui sont pas français pour le coup. Et en fait, je cherchais un film qui puisse retranscrire cette sensation. Hyper grand écran, quoi. C'est ça, en extra large. Exactement. Et c'est elle qui m'a conseillé Sans famille d'Hector Malot qu'elle avait lu enfant, qui était sa Madeleine de Proust à elle, en fait. Et au départ, j'étais, comme vous l'avez dit, traumatisé par le dessin animé. Oui, c'est ça, parce qu'on on est de la même génération, vous avez 41 ans. On a tous été, autour de cette table, traumatisés par la série animée japonaise, Rémi sans famille. Je me suis demandé aussi si c'était pour vous guérir et nous guérir du trauma, en mettant du merveilleux, justement, dans cette histoire. Mais oui et non, c'est-à-dire que si c'était agi de rendre l'atmosphère anxiogène du dessin animé, je ne l'aurais pas fait. En fait. Non, moi, quand je l'ai lu, j'y ai vu justement quelque chose de merveilleux, l'occasion de faire un conte patrimonial français, avec aussi de l'aventure, il y en a beaucoup dans le roman, et puis surtout du positivisme, c'est-à-dire que ça parle vraiment du positivisme malgré les épreuves. Il y en a beaucoup moins que dans le dessin animé, et c'est beaucoup moins anxiogène et cruel et dur que le dessin animé, au contraire. Non, sinon, je l'aurais pas fait, ça m'aurait pas intéressé. Non, c'est justement de montrer, il y a deux thèmes très présents dans le film, enfin, je veux dire, c'est les deux thèmes du film, c'est justement l'espoir malgré les épreuves et de voir à hauteur d'enfant comment cet enfant, finalement, va voir le verre à moitié plein dans la vie, et puis ça se termine bien, on le sait dès le départ, enfin, c'est plutôt... Et puis la deuxième chose, c'est la notion de transmission. Pourquoi vous donnez la fin ?
Parce que c'est dit dès le départ. C'est dit dès le début. C'est dit dès le c'est début. rassurant, c'est vrai. Du coup, on regarde le film en sachant que tout ira bien. Dès le début, on le sait. Sinon, on irait très très mal. On va en voir des images, c'est encore le mieux. Donc, adaptation de cet écrit d'Hector Malot, 1878, ça date. En effet, on n'avait pas forcément en tête qu'il était si ancien. Les aventures du jeune Rémi, enfant abandonné et recueilli donc par Vitalis, saltimbanque qui parcourt la France en compagnie de ses fidèles Capi et Joli Cœur. Regardez. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Je t'ai loué à Barberin pour chanter. Devant des gens? En effet. Je vous avais dit que j'y arriverais pas. Mais tu as le trac, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Mon maître ne m'avait pas menti. J'aimais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir ma fille rire autant. Mon cher Rémi, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents. En avant. J'ai retrouvé mes parents, Capi. Emmenez-les. On peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Il faut en moi. C'est rare et ça fait du bien au cinéma français de voir un film, en tout cas comme le vôtre, je vais vous le dire, avec une esthétique notamment des décors, de l'image, des costumes vraiment très poussés. C'était important. Ça me fait penser moi un peu à Harry Potter. Ah oui, oui, c'était important pour vous? Ah oui, oui, c'était très important. En fait, ce qu'il y avait d'important à faire dans ce film-là, c'était de retrouver à la fois une identité française à travers les décors. Il faut savoir que Walt Disney, quand il a fait Blanche-Neige, Pinocchio, il a envoyé tous ses animateurs en Europe et notamment en France pour s'imprégner en fait de l'atmosphère. Donc c'était un peu histoire de retrouver ça. Et effectivement, Harry Potter, on y pense notamment sur la fin qui se passe dans le Londres victorien. Mais Harry Potter, moi, j'ai adoré les livres, j'ai adoré les films. Donc, effectivement, c'était de prendre ça. Je suis moi-même spectateur de toute cette nouvelle vague de films pour enfants et pour adultes aussi, autant le dire. Et c'était l'occasion de s'accaparer la grammaire cinématographique un peu anglo-saxonne pour illustrer une histoire très française finalement. Histoire très française, autre grosse inspiration, vous êtes dingue de Steven Spielberg, oui, le cinéaste de l'enfance aussi, et de l'émerveillement. Ça fait partie des grosses inspirations. Le meilleur compliment qu'on puisse vous faire, c'est un film Spielbergien. Ouais, mais ça me gênerait parce que pour le coup, il est tellement haut que... on ne fait pas alors. Non, mais c'est une influence. Moi, Steven Spielberg, c'est pas seulement ma cinéphilie qui l'a bercé, c'est ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu E.T. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est E.T. Et ensuite, il a évolué. Il a fait aussi des films plus adultes au moment où moi-même je devenais adolescent et plus adulte. Comparer E.T. et Daniel Auteuil, je trouve pas ça très sympa, mais ça sera votre problème. Non, mais ce serait plutôt Rémi E.T. dans ces cas-là. C'est lui qui est perdu. Un mot de Malhomme Paquin, qui est le Rémi de cette histoire, hyper difficile, parce qu'en effet, tout repose aussi sur sa crédibilité et son jeu. C'est son premier film. Comment vous l'avez trouvé ? Je l'ai trouvé, alors, étonnamment, je l'ai trouvé facilement, parce qu'en fait, on m'avait comme une belle histoire, comme un conte merveilleux, en fait. C'était assez fou, c'est-à-dire que ça m'a même fait douter, parce qu'on m'avait tellement dit que c'était compliqué de trouver un enfant qui ait une palette aussi large. Et en fait, non, ça a été le 15e ou 16e que j'ai vu, c'est-à-dire dans les premiers que j'ai vus, et j'ai eu un tel coup de cœur pour cet enfant, enfin... plein de raisons. C'est un coup de cœur, ça s'explique presque pas en fait. Et ça s'explique tellement pas que j'ai douté. J'en ai vu 400 autres pour être sûr de mon choix. Non, c'est finalement le premier. Non, vraiment. En fait, finalement, c'était mais c'était important. Il allait porter tout le film. Oui, enfin, c'était. Et il est vraiment impeccable. Il est extraordinaire. C'est plus compliqué d'adapter comme ça quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, dont on a tous une image déjà avant. Parce qu'il y a une mode quand même, il y a eu le livre de la jungle, il y a Belle et Sébastien. Oui, en fait, là où c'est... non, c'est plutôt... Moi, j'ai vu toutes les autres adaptations. C'est-à-dire que j'ai revu le manga, j'ai revu toutes les autres adaptations faites. Moi, je me suis rendu compte que chacune prenait quand même des libertés. Et en fait, ce qui m'a rassuré, c'est qu'aucune ne prenait justement ce prisme de conte et puis de
de côté émerveillement ou aventure. Donc je me suis dit, moi, je vais m'axer dessus, et puis je vais m'axer sur les deux personnages, sur leur relation. Non, c'est venu plus tard, en fait, la pression par rapport à ça. C'est venu à partir du moment où le film a été annoncé, qu'on a vu qu'il y avait des gens qui réagissaient. Mais non, ça a été ma version. Après, je suis très, très, très respectueux. L'autre pression, aussi, ça sera mercredi. Oui, non, mais elle est déjà là. Hein. Oui, on est à 2 jours. Elle est déjà. Que dans 2 jours. Elle est déjà très, très présente. Alors, vous avez dit, vous avez revu toutes les autres adaptations. Nous, on a trouvé 2 extraits qui sont quasiment la même scène. Vous avez dû les voir. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regardez. Un mardi gras sans crêpes, j'aurais bien voulu voir. Allez, file au bois maintenant. Pendant que je prépare ma pâte, il nous faut un bon feu. File vite. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Et avec ça, mais... on ne gêne pas ici. On fait la fête. Et qu'est-ce que tu dirais si on se faisait des bonnes crêpes, hein? Ah, vous vous embêtez pas, tous les deux. Vous vous gavez de crêpes. Pendant que moi, j'ai jusque la mort à Paris. Allez dehors, poste! Donc, vous avez vu ces 2 adaptations-là? Oui. Ça vous a moyennement inspiré, non? Oui, ça ne m'a pas trop inspiré. Mais justement, ces adaptations-là sont extrêmement misérabilistes et assez glauques, on peut le dire. Enfin, je veux dire, dans le traitement, c'est les misérables. Donc non, justement, ça m'a pas du tout inspiré. Ce que je veux dire, c'est que je me suis dit... Ça vous a donné envie, justement, d'avoir votre version. Je vais prendre un autre penchant, on va dire, quoi. Ouais. C'est un autre pendant. En tout cas, ça a inspiré Nicolas Deuil, qui vous a concocté un questionnaire. Il paraît que de tourner avec les enfants, c'est ce qu'il y a de plus dur avec les animaux. On va s'intéresser aux enfants. Comme vous faites les deux, là, dans le film. Comme vous faites les deux, vous vous épargnez rien du tout. Mais là, on va se concentrer sur les enfants. J'avais des petites questions. Est-ce qu'on peut, tout d'abord... que doit-on faire d'abord pour leur éviter de prendre la grosse tête ? Qui finissent pas comme Gaspard Ulliel. Il faut les vanner. C'est ça? Oui, enfin, non, mais c'est ma relation avec Malhomme où en fait elle est faite de beaucoup de vannes, de beaucoup de confiance aussi. Après, j'ai pas eu à faire grand-chose parce que Malhomme, il a la tête sur les épaules, il s'émerveille de tout et en même temps, il a réellement la tête sur les épaules, donc c'est quelqu'un d'extrêmement mature. Donc non, je pense qu'il faut l'humour. Oui, l'humour, et puis il faut bien qu'ils prennent conscience que ça peut s'arrêter, et que c'est un moment. C'est-à-dire que la force de Malhomme, c'est qu'il jouit de tout, du moment. Et il projette pas forcément. Il aimerait bien évidemment faire d'autres films. C'est-à-dire qu'il dit pas j'aimerais faire carrière. Ouais. Il dit j'aimerais faire d'autres films. Revivre ce moment-là. Exactement. Donc. Doit-on mettre en place des pauses goûter à 16h, par exemple, ou des pauses PS4? Oui, les pauses PS4, oui, c'est toutes les demi-heures. Oui, ça existe. Mais je peux même vous dire que Malhomme, je l'ai eu en disant, si jamais tu arrives à être très fort dans 5 scènes très précises, qui sont 5 scènes clés dans le film, je t'offrirai une Switch. Et je lui offrais. C'est bon. Mais alors justement... Comme quoi ça marche toujours. Ça marche. La carotte. Alors, leur fait-on faire justement autant de prises qu'à des adultes? Ou est-ce qu'on est un peu... Non. Enfin, il y a quelque chose, c'est que ils sont beaucoup plus coachés en amont. C'est-à-dire coachés en amont parce qu'il faut savoir qu'un enfant en période scolaire, c'est 4 heures par jour sur un tournage. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Donc, et puis ça, c'est... on ne peut pas y déroger. On n'y déroge pas du tout. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est d'être extrêmement efficace et qu'ils se soient, entre guillemets, entraînés avant. Et au dernier moment, on change un peu le texte pour les déstabiliser et donc ils retrouvent de la fraîcheur. C'est dégueulasse. Ouais. C'est comme ça. Est-ce qu'à la cantine, tout le monde est au régime jambon coquillette? Ah non, pour le coup, non, on avait une très bonne cantine pour le coup, puis les enfants, mais ils s'adaptent. Ils s'adaptent très bien. Peut-on... Ah oui, est-ce qu'on les rémunère autant que des adultes? Je ne suis pas le producteur du film. Non. Je jouais la langue de bois. Non, je crois qu'on les rémunère. Les mêmes salaires C'est à peu près les mêmes salaires. Maintenant, dans le cas de Malhomme, il n'avait jamais joué, donc c'est un jeune premier, on va dire. Y a-t-il des scènes qu'on ne peut pas leur faire jouer? Bien sûr. Il y a des scènes...
qui sont soit, bon, c'était pas le cas dans Rémi, mais soit des scènes trop violentes en soi qu'on peut pas leur faire jouer. Ensuite, il y a des normes de sécurité. Par exemple, il y a une scène avec des loups dans le film. On ne met pas des loups dans un enclos avec un enfant petit, sachant que les loups, ils sont tout de suite attirés. Donc c'est fond vert, ou alors ils ont des doublures. Ils ont des doublures. Les enfants peuvent pas avoir des doublures enfants. Si. Sinon, qui ferait? De même taille, avec une perruque. Des nains. Une doublure. Il y avait une personne de petite taille qui doublait Malhomme, effectivement, de temps en temps. Et il avait 2 autres doublures pour la lumière, justement pour respecter les normes des 4 heures. C'est-à-dire pour que quand il arrive sur le plateau, il soit là pour tourner. Eh bien, merci, Nicolas. Est-ce qu'ils ont le temps, le track que les adultes? Mais justement, dans le cas de Malhomme, il n'a pas le trac, il est serein, je l'envie beaucoup. D'accord. On va repartir voir Raphaël Yem qui est à La Courneuve, vous le savez, aujourd'hui, pour nous parler de la culture sneakers et puis surtout pour nous faire une démo. Là, maintenant, il est l'heure d'y passer, Raphaël. Non, alors c'est terrible hein, parce que je suis toujours avec Anna, vous savez, notre associative et spécialiste des sneakers, qui et pendant qu'on enfile justement ces clips de chez Flanners, on va essayer de vous faire une démo. Anna, il y a un événement bientôt. Hein. En effet, ouais, on a un événement du coup qui se passe au magasin Généraux le 15 décembre. Donc c'est à Pantin. À Pantin, exactement. Et l'idée, c'est d'organiser la première conférence autour de la culture sneakers, qui va mettre en avant la culture sneakers et ses acteurs, comme Flanners par exemple. Comme Flanners. Alors on va essayer de se lever, c'est terrible. C'est pas moi qui peux dire. Okay. Hein. C'est pas mal. Alors moi, j'en ai jamais fait de ma vie. Alors le téléphone aussi. Bon, on va plutôt regarder Florian hein, qui a l'initiative. Oh mince, bah voilà, c'est terminé. Florian, on va le regarder. Il va clipser. Laurent Billot va panoter vers lui. Vas-y, Florian, c'est parti. Moquez-vous, tiens, tant que vous pouvez. Et Florian donc qui vient de clipser justement ses baskets et voilà, c'est beau ça quand même, hein. Ça c'est magnifique. Hein. Ah ça les copains, vous ne vous y attendiez pas. On attend évidemment, oh là là, Julie Jacquard et Nicolas Deuil. Et nous, on voit bien que tu as renoncé en fait. Tu te planques là. Non mais c'est super. Attendez. Vas-y toi. Non, mais te fais pas mal non plus, Raphaël. Hein. Non, mais je suis là, ouais, on est là, oh, chaud. Ok, tenir la main. Oui. Voilà. On va t'amener une doublure si tu veux pour les cascades. Je suis super à l'aise. Super. Wow. Demain, mes amis, on se retrouve depuis Clichy, une imprimerie, hein, pas comme les autres à Clichy. Et à bientôt. Ça va demain. J'y vais comme ça. Ouais, c'est ça, c'est le Koh-Lanta à La Courneuve. Merci Raphaël en tout cas de toutes ces belles découvertes. Vous le disiez, un petit mot quand même puisqu'on était dans le registre familial. Nicolas, vous aviez envie de nous parler d'un... Très vite, oui, parce qu'il y a quelques années, on offrait aux petites filles des livres qui rêvaient, les petites filles qui rêvaient d'être princesses. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est la princesse qui rêvait d'être une petite fille. C'est une jolie idée cadeau pour Noël, une lecture divertissante, assez éducative pour les petites filles. C'est Marie Fortuné qui devient Lola Lou à l'âge de 6 ans et elle redécouvre la vie, le monde qui l'entoure et surtout la réalité écologique. Alors ce roman, c'est pas juste un simple roman, mais un livre illustré, je le montre, et accompagné d'un CD de 11 titres. Voilà, Jérôme Attal, Fred Bernard pour les illustrations et Élise Renslinger pour les chansons. Il y a 11 chansons, il y a un CD et c'est un joli cadeau. Eh ben voilà, un conseil de tonton Nico. Hein, et puis nous, on vous encourage à aller voir dès mercredi ce Rémi sans famille signé Antoine Blossier. Et puis on le dit avec un super Daniel Auteuil, on a tellement envie que ce soit notre papy à nous tout le temps, de le prendre dans nos bras. Bref, c'est super. Merci beaucoup. Merci demain, on va vous parler de plein de trucs et notamment Laurence Fischer, judocate, qui vient de nous parler de son action à la Maison des Femmes de Seine-Saint-Denis. Et puis le chorégraphe Mourad Marzouki sera notre invité. On l'adore. Il signe Vertical en ce moment à la Villette. On se quitte au son d'Eddie de Préto. Merci à vous et à demain. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde tout tes bris.